poisson tourne. Silenzio si gira. Silenzio. Camera. Motore. Voilà, donc je reviens sur ce que je disais lors de la présentation, c'est-à-dire que ce film, pour Pasolini, est une étape importante. C'est-à-dire que les deux premiers films sont sur le même régime. En gros, Acatone et Mamma-Roma, c'est le point de vue des gens qui ne sont pas de sa classe sociale, puisque lui est un intellectuel, il gagne, depuis quelque temps, il gagne pas mal d'argent avec ses scénarios, etc. Ce milieu-là, le milieu du pouvoir, n'est pas présent dans les deux autres films. Il se tient vraiment à rester avec le regard des sous-prolétaires dont il parle. La Ricotta, c'est le premier film plus dialectique, c'est-à-dire qu'on adopte très souvent le point de vue de Stracci, du pauvre Stracci, ce qui fait qu'on s'identifie quand même à lui, mais par moments, on va ailleurs, notamment on va écouter le cinéaste qui est interprété par Orson Welles. Alors, en fait, l'idée que le film se passe sur un tournage est évidemment passionnante pour Pasolini, puisque un tournage, finalement, c'est comme un modèle réduit de la société italienne. Il peut dire en 30 minutes tout ce qu'il pense de la société italienne. Et donc, bon, le film est très beau sur ça, c'est-à-dire il y a des séquences qui sont consacrées au prolo, quoi, les machinistes, etc. Et le peuple, dans ce film, est plutôt très heureux. Et notamment, il danse sur des twists pendant les pauses, etc. Il y a un côté un petit peu... Pour Pasolini, c'est ça le vrai monde. Enfin, ce qu'il aime à Rome, c'est ça, c'est-à-dire les types qui dansent entre eux comme ça. Donc ça, c'est l'aspect joie, du sous-prolétariat qui, pour Pasolini, est très, très important. Joie et danse, et musique, et c'est un milieu assez drôle. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de plaisanter entre eux, voilà, de se moquer les uns des autres, etc. Mais c'est très gentil. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de cynisme. Entre eux, ils sont plutôt très gentils, même s'il y a la scène terrible où ils lui jettent de la nourriture et ils ne savent pas qu'ils sont en train de le tuer, puisque lui, il est affamé. Et là, ils se moquent de lui, de la façon dont il mange, mais ce n'est pas du tout une moquerie méchante, si j'ose dire. Voilà, c'est un truc de leur milieu à eux. Alors, dans ce milieu, on voit déjà aussi qu'il y a des choses un peu troubles, notamment au début, quand il y a un acteur qui a l'air un peu prestigieux, qui a une couronne, etc. Il s'en va et les jeunes garçons le suivent parce que visiblement, il leur paye des services de prostitution. Donc, il y a déjà ça aussi, c'est-à-dire la survie. Elle passe par des passes, justement, là, avec ce type. Et la mère est là, et elle dit au fils où tu vas, parce qu'on voit qu'il suit, il dit j'ai quelque chose à faire. Il n'a rien à faire, puisqu'il est sur un champ, il n'y a absolument rien d'autre à faire. Donc il y a déjà cette petite indication sur ça. Et il y a une culture, en tout cas. C'est clair qu'il y a une culture populaire dans ce film qui agit sur les prolos du film. Et alors, ça, c'est le premier aspect, les prolétaires. Et il y a aussi, alors là, c'est très beau, l'aspect hiérarchie. C'est-à-dire, un film, c'est une opération militaire, pratiquement, et il y a tous les chefs, les sous-chefs, etc. Alors là, il fait un gag avec ça, c'est-à-dire qu'à un moment, il a besoin de la couronne du Christ, et il dit la couronne, et la demande de la couronne passe par 7 personnes, chacun délègue à celui qui est en dessous de lui le fait d'aller chercher la couronne, donc c'est assez drôle, il va le faire 2 fois, ce gag de... Finalement, ceux qui travaillent, c'est que ceux qui sont en bas. Les autres ne font que donner et transmettre des ordres, et le travail, il se fait pas là. Donc, et alors, il y a le personnage de Orson Welles, c'est très compliqué, cette histoire avec Orson Welles, puisque donc, d'abord, Pasolini choisit Orson Welles parce qu'il aime
il aime le caractère d'Orson Welles, il aime l'humour d'Orson Welles, réellement, à tel point qu'il voudra plus tard faire jouer le rôle du père dans Théorème. Mais Orson Welles ne voudra pas, ça veut dire que visiblement, ça s'est très bien passé entre eux sur ce tournage. Alors Orson Welles, lui, à la fois, Pasolini le dit, il dit à la fois c'est moi, mais à la fois c'est une caricature de moi. C'est-à-dire, ce qu'il dit, en gros, je le pense, mais je ne le pense pas sur un mode hautain, autoritaire, cynique, etc. Mais dans le fond, en gros, on pourrait dire que la moitié du personnage de Welles, c'est Pasolini, et l'autre moitié, c'est des caricatures de Pasolini, mais il y a évidemment une identification, à tel point que, dans un moment donné dans la séquence, Welles lit un poème de Pasolini, qui a à voir avec justement ce dont on parle. Alors, du coup, alors Welles, bon, la mise en scène de Welles est magnifique, c'est-à-dire que Welles est sur un trône, il a son siège de réalisateur, il a écrit Regista, etc. Et devant lui, c'est assez beau, il y a un cercle un peu sacré. C'est-à-dire, il y a un cercle comme un truc de menhir, etc., qui est fait avec des petits détails. Ça veut dire et il est isolé dans son cercle, c'est-à-dire il est à l'écart du tournage. Il a une valeur, disons, un tout petit peu sacrée, qui est à la fois du pouvoir et du sacré. C'est évident. Et alors, bon, il y a une scène assez gag où un journaliste fasciste vient l'interviewer. Et là, il y a une très grande méchanceté de la part de Pasolini sur ce journaliste qui pose des questions idiotes, qui est comme ça, qui a l'air un peu niais. Et à la fin, Welles lui dit vous êtes qu'un qualunquiste, c'est-à-dire vous êtes que homme banal, ordinaire, enfin, je ne sais pas le mot juste, qualunquisme, c'est, pour Pasolini, c'était l'horreur, c'est-à-dire les gens qui sont dans la convention de tout, les gens qui se révoltent pour rien, etc. Donc oui, alors qu'il est journaliste, il est visiblement comme ça, et donc là, il y va fort, il dit fasciste, etc. Enfin, bête, etc. Donc il massacre le journaliste qui représente dans ce film les journalistes. Donc même si Pasolini a eu des très bons rapports et que lui-même était journaliste, si vous voulez, donc il y a ça dans le rapport. Alors sur l'histoire de Welles, si vous voulez, ce qui est très pasolinien dans son discours, c'est qu'à la fois, il se revendique comme communiste et comme catholique dans ce qu'il dit aux journalistes. Et en fait, c'est le moment où Pasolini réfléchit beaucoup à ces questions, parce qu'il se considère, lui, comme ex-communiste, encore un peu communiste, et toujours catholique, par culture, par amour du sacré, etc. Donc là, Welles lui ressemble. Ce qu'il n'aime pas dans le personnage de Welles, qui est un peu le sien, c'est le cynisme. Et il dit c'est un metteur en scène cynique et esthétisant, desséché sentimentalement, qui représente l'évangile selon un mode improductif, faux et insincère. C'est-à-dire que alors ça c'est passionnant parce que comme les années ont passé, les gens qui voient la ricotta aujourd'hui se disent ah qu'est-ce que c'est bien les tableaux vivants en couleur, Pontormo, etc. Et pour Pasolini, faire ça, c'était improductif, faux et insincère. C'est-à-dire qu'il le fait en disant, mais immédiatement après, il dit je montre ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est passionnant, et en plus quand on voit le film, c'est beau. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur les tableaux vivants, ça ne ressemble pas à une critique, ça ne ressemble pas à une charge. On se dit, et on aime ça, voilà. Donc Pasolini dit, c'est pour ça qu'il le tourne en soi-disant en technicolor, pour dire l'évangile en technicolor, ça serait l'horreur. Même si c'est des tableaux, il est contre ça. Et d'ailleurs, quand il va tourner l'évangile, il va le faire évidemment en noir et blanc et surtout en gris, d'une certaine façon. Alors, du coup, ça m'amène à parler des tableaux vivants, des fameux tableaux vivants. Donc, Pasolini fait un truc très net, c'est-à-dire qu'on ne peut pas croire une seconde quand Welles dirige les tableaux vivants que c'est sur le même espace, puisque c'est un studio.
Et on voit bien que c'est un espace clos, il n'y a rien derrière. Donc, il joue très nettement la coupure entre la réalité du tournage, donc la vie de Strachey, puisque le sujet principal, c'est Strachey, et puis le monde un petit peu comme ça, esthétisant de Wells. Donc, voilà, il se situe entre les deux. Alors, et en même temps, si vous voulez, les tableaux que Pasolini copie, si j'ose dire, ces deux dépositions de Rosso Fiorentino et de Pontormo, qui sont des peintres que Pasolini adore, des peintres maniéristes, parce que Pasolini a toujours eu beaucoup de goût, enfin, pour le maniérisme, peut-être parce que ça lui ressemble, lui aussi, par certains aspects, est maniériste. Alors, Fiorentino, Pontormo, mais il y a aussi un autre peintre dont il parle à propos de ce film, c'est Masaccio. Masaccio, c'est pour lui De Acatone. Et il dit, Masaccio, c'est la sobriété du paysage, la simplicité des volumes, la rusticité des éclairages. C'est-à-dire, voilà. Donc là, sur les scènes en noir et blanc, c'est Masaccio, qui est le grand amour pictural de Pasolini, et qui est pur et dur. C'est-à-dire, Masaccio n'est pas du tout du côté, disons, de ceux qui viennent après et qui sont un peu maniéristes. Et après, il y a des maniéristes qui sont donc sur les tableaux vivants. Donc, tout ça est assez compliqué et ça montre des contradictions chez Pasolini. C'est-à-dire, il aime le maniérisme, mais il pense que si on veut filmer l'évangile, c'est dégueulasse de faire du maniérisme, qu'on est obligé d'être pur et dur et sec. C'est ce qu'il fera d'ailleurs. Alors, c'est intéressant, c'est très intéressant cette histoire, parce que quand il tourne après l'Évangile, il commence le film pendant une semaine, comme il a fait à Catone, c'est-à-dire il sacralise les visages, le Christ, etc. Et au bout d'une semaine, il a une grande crise, il passe une nuit d'horreur et il dit j'arrête le film, etc. Je me suis complètement planté, c'est-à-dire je n'ai pas le droit de montrer quelque chose qui est sacré avec des codes de la peinture sacrée. Et du coup, il se fait acheter un zoom, il commence à filmer comme un reportage. C'est-à-dire, d'un seul coup, il change complètement de style parce qu'il s'aperçoit qu'il s'est trompé. Alors, et il est très malheureux après parce que dans le film, il reste quelques scènes picturales. En gros, et pour lui, à ce moment-là, c'est un peu la honte. Alors, ce qui est intéressant de faire un tableau vivant, oui. Oui, si je voulais juste faire une remarque à ce stade sur les tableaux. Effectivement, vous disiez il y a la question du maniérisme et qu'en même temps, il dit que c'est pas bien en fait de représenter ça comme ça. Enfin, je voulais juste dire, voilà, moi je trouve que quand on voit le film, on sent bien que c'est quand même très figé malgré tout, même si c'est beau. Et enfin, ça, on le ressent assez fortement, je trouve, le fait que cette représentation est figée par rapport au reste Tout à fait. du film. Et je voulais juste poser une question sur le fait que dans le Decameron, bon, j'espère qu'on pourra faire un ciné-club sur le Decameron cette année, et il me semble qu'il y a je crois que, je ne sais plus si c'est en rêve, mais il me semble qu'il y a des reconstitutions de tableaux en couleur. Oui. Et pour le coup, je sais, est-ce que vous pouvez peut-être brièvement faire un lien avec ça, puisqu'il il a, il a remis en scène des tableaux de type religieux Oui, plus tard, finalement. Voilà. c'est une toute autre époque de son D'accord. avancée dans le cinéma. Et c'est vrai que des principes qu'il a à ce moment-là, il débute quand il fait ça. Je veux dire, ça fait 3 ans qu'il fait des films. Après, il va effectivement revenir sur ça et le faire autrement, tout simplement. Je veux dire, c'est pas. Et puis, l'erroniment, ça n'a jamais fait peur à Pasolini. Il a fait ça toute sa vie. C'est-à-dire, il dit voilà, il ne faut pas faire ça, etc. 2 ans après, il dit je renie ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a. Et c'est beau, enfin, je trouve, c'est pas de la trahison, c'est le contraire. C'est-à-dire, voilà, j'ai eu tort, je me suis planté, y compris la trilogie, puisque la trilogie, quand elle est finie, il va se détacher d'elle, il va dire j'aurais jamais dû faire ça, je me suis planté, c'est pas bien. Donc, c'est son autocritique permanente et son évolution permanente. On est quelqu'un qui évolue vraiment sans cesse, il a des points très fixes, mais le reste, il est toujours prêt, disons, à remettre en cause ce qu'il a dit et ce qu'il a fait.
Et enfin, moi, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire, ce n'est pas un intellectuel qui a son petit capital d'idées et qui va les gérer toute sa vie. Au contraire, il va sans arrêt bouger. Donc, c'est pareil un peu sur l'esthétique, même si, pour moi, si vous voulez, la trilogie, cinématographiquement, ça m'émeut moins que les premiers films. Mais je pense que je ne suis pas le seul, en gros. C'est-à-dire qu'il y a un côté parfois un peu facile, j'ai envie de dire. Il n'y a pas l'âpreté des premiers films, qui est quelque chose, pour moi, de très, très touchant dans cette époque-là. En tout cas, donc, il assume quelque chose qui est très important dans le cinéma moderne, c'est l'hétérogène des matériaux, c'est-à-dire pellicule couleur, pellicule grise, tableau représenter un tableau vivant, et puis parce qu'en même temps, Strachey, il meurt sur la croix. Je veux dire que la déposition, elle se passe à la fois dans l'imaginaire des tableaux de la Renaissance et elle se passe en vrai. Et là, il filme absolument pas pareil. C'est aussi une façon de dire, voilà, j'aime ça en tant que peinture, mais je ne m'autorise pas à filmer la vraie mort de Strachey comme ça. C'est-à-dire là, je reviens à mes principes à moi, disons, voilà, de filmage. Alors, cette histoire, il y a une chose qui m'a toujours beaucoup amusé, c'est que, évidemment, Godard a vu ce film, puisque ce film était dans le même film que le sien, dans Rogopag. Et alors, c'est incroyable ce qui est passé de ce film à Godard. Alors, il y a deux choses alors absolument visibles et incroyables. Dans Week-end, par exemple, à un moment, ils sont dans une voiture de sport, ils descendent et il y a un Christ, tout en rouge, etc., il va dans un champ où il y a où il y a des casses de voitures. Et les deux autres le poursuivent avec un et tout, et il lève les bras, et les voitures se transforment en moutons, et les moutons circulent autour de lui, comme si c'était lui un rocher et un fleuve. Ça vient évidemment directement, il y a deux plans comme ça dans ce film-là, donc là c'est clair que c'est un truc qu'il a eu dans la tête beaucoup, et il a dû se dire, ça c'est un truc, et vous imaginez le boulot pour Godard, dans Week-end, de faire mettre 40 voitures dans le champ, de les faire enlever, de faire mettre des moutons à la place, et de réussir à ce que les moutons partent comme un courant d'eau autour de Pomerol. Donc, ça veut dire qu'il voulait vraiment refaire cette image. Et après, il y a évidemment la question, alors là, très importante, des tableaux vivants, puisque Godard, ce sera le sujet de Passion. Dans Passion, le cinéaste fait des tableaux vivants, filme des tableaux vivants. Donc là, c'est direct, hein, c'est-à-dire... et en plus, le dernier tableau vivant que le cinéaste va filmer, c'est l'Assomption de la Vierge, c'est un tableau religieux et vertical. Comme là, forcément, une déposition, c'est vertical, puisque descend le Christ. Et donc, il choisit ça. Et alors, c'est très, très troublant de voir ça. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes choses à peu près. Bon, il y a le découpage en plan sur des personnages comme Pasolini fait. Et puis, il y a le moment où les acteurs ne tiennent plus la pose et bougent et se défont, etc. Et Godard adore ça. C'est-à-dire Godard filme ça. Il fait 2 fois une élévation sur les figures sacrées. Et après, il fait le moment de relâchement exactement comme ce que fait Pasolini sur un mode un peu ironique. C'est-à-dire, parce que c'est ce qui échappe à la maîtrise du metteur en scène. Le metteur en scène, il veut que tout soit impeccable, soit immobile, et il n'y arrive pas parce que les acteurs bougent, déconnent entre eux, etc. Donc je trouve ça très très beau que Godard, ils se sont connus, hein, Godard, enfin, évidemment par rapport à Noviasinski, mais pas que, ils se sont écrits. Donc c'est clair que Godard, qui n'a jamais déclaré publiquement qu'il aimait les films de Pasolini, il en met quand même dans l'histoire du cinéma. Et là, on voit qu'il y a des choses qui sont passées directement de l'un à l'autre dans ces cas-là. Donc, pour moi, c'est une chose très touchante, si vous voulez, cette histoire-là. Alors,
le, sur cette histoire des tableaux vivants, il y a aussi le cas de Romer, parce que Romer avait fait ça une fois dans sa vie, c'était dans la Marquise d'O. Il avait reconstitué un tableau de Fuseli, où il y a la femme qui dort, comme ça, puisque dans la Marquise d'O, la marquise, elle est violée dans son sommeil. Et donc, et c'est une copie, c'est-à-dire quand on voit le film, il arrête l'image, enfin, il fait comme quand on fait un tableau vivant. Et évidemment, comme toujours, dès qu'il y a un tableau vivant, la critique dit c'est génial, il y a un tableau vivant, on voit bien que Romer aime ça. Et Romer, après, il a déclaré une fois, mais alors de façon très, très formelle, qu'il avait eu tort, qu'il ne fallait pas faire le tableau vivant, et surtout pas celui-là, et que donc tout ce que la critique avait salué, pour lui, c'était une erreur. C'est-à-dire, il dit, on ne peut pas. Alors la raison est simple, il dit, un corps peint est un corps qui n'obéit pas à la logique d'un corps, qui obéit à la logique du peintre. Et par exemple, si le corps est allongé ou les postures ne sont pas naturelles, si après on demande à un acteur de faire ces postures, ça ne marche pas, puisque c'est un vrai corps. En gros, c'était l'idée qu'on ne peut pas tricher au cinéma et transformer un corps réel en corps peint, enfin un corps imaginé et peint par un peintre. Donc voilà, c'est toute une histoire, hein, c'est l'histoire du tableau vivant, sur lequel Raoul Ruiz a fait un film entier, très beau film entier, composé uniquement de gens qui circulent dans des tableaux vivants. Alors, oui, j'en viens un peu au ton du film, parce que c'est un ton assez incroyable, parce qu'à la fois, c'est extrêmement pathétique sur Strachey, c'est-à-dire Strachey est un personnage extrêmement émouvant, par sa simplicité, par le fait qu'on le voit avoir vraiment faim, on le voit manger comme quelqu'un qui a très très faim, et puis on le voit mourir d'une certaine façon. Donc c'est un personnage assez pathétique, et en même temps, Pasolini veut que son film soit un peu comique et un peu burlesque. Et pour ça, il utilise des procédés archaïques, notamment quand Strachey quitte le tournage pour aller jeter la ricotte parce qu'il a vendu le petit chien de la star, il accélère. Du coup, ça devient des mouvements comme ça de burlesque, son déplacement. Et Strachey, bon, c'est évident, a quelque chose de Charlot. Lui aussi, c'est un vagabond, c'est un pauvre, il a rien. Et Pasolini le filme un peu comme ça, c'est-à-dire même par rapport aux autres sous-prolétaires, il est encore plus bas dans l'échelle, parce que les autres mangent. Les autres, lui, il nourrit sa famille avec le panier repas auquel il a droit en tant que figurant. Donc, et le côté Chaplin est très beau dans les plans justement où il marche sur les routes. C'est-à-dire, ça rappelle les fins des films de Chaplin. Donc ça, Pasolini, évidemment, avait une très, très grande admiration pour Chaplin. Et du coup, il fait passer un peu de Charlot dans le personnage de Strachey. Alors... Excusez-moi. Oui. Est-ce que juste par rapport au burlesque, en fait, effectivement, si je peux permettre de vous relancer un petit peu dessus, parce que pourquoi est-ce que finalement il a eu recours au burlesque, Pasolini? Parce qu'on comprend bien, en fait, avec comment dire, qu'il ait voulu se moquer un petit peu, voilà, du côté figé de la représentation, finalement, du Christ, peut-être de la religion telle qu'elle est. Il me semble véhiculé par les valeurs bourgeoises un petit peu de l'époque, quoi. J'ai l'impression qu'il veut se moquer un petit peu de ça. Mais pourquoi est-ce que finalement... Parce que dans ces deux premiers films, il montre voilà, les gens, les personnes du prolétariat, mais il n'y a pas du tout la dimension burlesque, il me semble. Alors pourquoi est-ce qu'il l'utilise là? Je crois qu'il a refait un peu un film dans ce genre-là avec Toto après. Enfin, je ne sais pas si, parce que je ne l'ai pas vu. Tout à fait. Voilà.
C'est-à-dire que, bon, je ne pense pas que Pasolini a compris à un moment qu'il ne pouvait pas continuer à faire ce qu'il avait déjà fait 2 fois. Et dans ce film, il cherche autre chose. Enfin, il cherche autre chose. Il continue à faire ce qu'il faisait, et en même temps, il dit, je vais rajouter une dimension comique ou burlesque, et après, ça va être important dans sa carrière, ces scènes ou ces moments burlesques, et évidemment, il adore Toto, et quand il fait venir Toto dans Uccellacci Uccellini, c'est le Toto burlesque des films de Toto. Et en même temps, c'est aussi un personnage très, très sérieux. C'est-à-dire, c'est une façon pour Pasolini d'introduire de la dialectique. C'est-à-dire, je ne suis pas que dans le pathétique, dans la contemplation. Je veux contrebalancer ça par quelque chose qui est de l'ordre du burlesque, en gros. Et il aime ça en plus, en tant que spectateur. Il aime le burlesque, forcément, parce que c'est une forme archaïque qui est aussi bien théâtrale, etc. Donc ça fait partie de son univers, enfin. Sauf que jusque-là, il n'a pas osé. Et là, il ose dans ce film-là, et après, ça ouvre la voie, effectivement, à d'autres films où les personnages vont jouer de façon plus burlesque. À partir de ce moment-là, il s'autorise à ça. C'est intéressant, réellement passionnant, La Ricotta, parce que ça conclut certaines choses et ça en ouvre d'autres, mais il y a les deux. Il y a les deux. Et alors, sur l'histoire de la société italienne, il y a aussi l'idée géniale de tourner la scène de la mort du Christ et faire monter sur la colline, donc qui est Golgotha, tous les financeurs, la presse, les gens de pouvoir. C'est-à-dire que il fait monter le contraire de la scène qu'il est en train de filmer, et Wells est très complaisant. Wells, il est là, il les accueille, parce qu'évidemment, c'est eux qui payent le film, et il dit d'ailleurs aux journalistes, il dit, celui qui paye ton journal, c'est celui qui paye mon film. Jean Pasolini, il voit les connexions, disons, de pouvoir. Donc là, il filme les gens de pouvoir, et il filme les gens en représentation, c'est-à-dire ces gens qui viennent. Alors, ce qui est très drôle, évidemment, c'est qu'il met le buffet sous les croix. C'est-à-dire que quand Strachey meurt, ils sont tous en train de boire parce qu'ils ont été invités par la production sur le tournage du film. Donc, c'est une idée magnifique, enfin pour moi, je trouve. C'est-à-dire, on est dans le milieu du tournage, on connaît tous les personnages du tournage, et du coup, il fait venir le hors-champ. C'est-à-dire les gens de pouvoir, les gens qui payent, les journalistes, la presse, etc. C'est-à-dire, il dit, ce que vous voyez, ça, c'est le tournage, mais derrière, il y a tout ça. Et du coup, je vais les faire venir sur scène, et il les fait vraiment venir sur scène. Et là, il y a évidemment l'influence de Fellini. C'est-à-dire que quand il fait cette espèce de portrait de groupe sur fond de ciel, etc., c'est évident qu'il pense à des scènes que Fellini adorait et mettait en scène très, très, très souvent. Donc, le pouvoir, et Wells, il est entre la pureté de la création, si on peut dire, et le pouvoir. Et on voit qu'il est très hypocrite par rapport à ça, et il est entre les deux, voilà, comme tout cinéaste, et comme Pasolini devait se sentir un peu aussi, c'est-à-dire la sincérité du travail, mais la compromission de ceux qui, même si Pasolini, par rapport à ça, il a eu beaucoup de chance, il est tombé sur un producteur génial qu'il a suivi toute sa vie dans tous ses films. Du coup, les relations de production, elles étaient faciles. Il n'a jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Et comme ses films faisaient du bruit, etc., et même avaient des succès, des demi-succès, il n'a jamais eu de mal réellement pour monter un film, y compris Salaud, parce que produire Salaud, ça paraît invraisemblable de raconter ce film à un producteur et de dire voilà ce que je veux faire, tout producteur part en courant. Enfin, quand il voit ça. Donc, Bini a été le. Oui. Justement, par rapport à ça, moi, en regardant la Ricotta, justement, j'étais un peu surpris en fait du choix d'Orson Welles parce que vous avez bien expliqué qu'effectivement c'est une représentation
de Pasolini, il y a de l'autodérision, de la caricature. Mais c'est vrai que moi, en tant que cinéphile, c'est vrai que j'avais toujours perçu Wells comme effectivement quelqu'un qui était, comme vous dites, à la fois toujours en fait en conflit avec ses producteurs, en même temps extrêmement mégalo, très exigeant, etc. Et puis à partir de, oui, de la fin des années 50, début 60, il a commencé à avoir énormément de difficultés Ouais. à tourner finalement. Voilà, et c'est pour ça que finalement j'étais étonné qu'il l'ait choisi lui en fait pour le représenter parce que Pasolini pour moi n'avait pas cette image du tout effectivement que véhicule Wells en fait. Donc, en fait, Wells a une image publique comme ça de quelqu'un voilà, d'autoritaire, de sombre, etc. Et en fait, c'est pas vrai. Et Pasolini l'avait rencontré. Wells était un homme absolument incroyablement gentil, doux. Enfin, parce que moi, j'ai eu une chance inouïe au Cahiers. Je suis allé faire un entretien avec Wells, comme ça. Et j'étais dans le plus mauvais état de ma vie en tant que journaliste. Pour moi, c'était impensable que je parle à Wells, etc. Et donc, j'y suis arrivé vraiment mal en point. Et c'était génial, quoi. Je suis resté 3/4 d'heure. Il était délicieux, tendre. C'était vraiment... Alors, tout ça paraît bizarre puisque son image officielle n'est pas celle-là. Mais Pasolini avait vu ça, évidemment. Il avait vu que c'était quelqu'un qui, d'une certaine façon, lui ressemblait sur la douceur, etc. Donc, Pasolini avait séparé l'image officielle, enfin au public, et puis ce qui était réellement Orson Welles, quoi. Donc, et il a été content, Pasolini, de faire tourner Welles, tout simplement. Et surtout au moment où Welles, effectivement, ne pouvait plus faire grand-chose. Donc pour Welles, c'était aussi une façon d'exister, enfin, de dire, voilà. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, il a voulu le reprendre pour Théorème. Et là, Welles n'a pas pu ou n'a pas voulu. Ça aurait été très étrange, Théorème, avec dans le rôle du père Orson Welles, puisque là, c'est au contraire, c'est un acteur très italien, longiligne, etc. Wells ça aurait changé le film vraiment si le père avait été joué par Orson Welles. Mais enfin, ceci dit, finalement, le fait de voir Orson Welles, je trouve que ça fonctionne bien dans le sens où Larry Cotta, je trouve que c'est un film en fait qui nous désarçonne en fait en permanence. Enfin, moi, quand j'ai découvert, j'étais déboussolé en fait tout le temps. Et je trouve que c'est ce qui est très réussi aussi dans le film en fait, ce que vous disiez, le côté un peu hétéroclite et le fait de voir Orson Welles, on est vraiment surpris. Après, évidemment, ça prend tout son sens, hein, mais ça fait partie effectivement de ces effets un peu de désorientation, j'ai envie de dire. Et ouais, ça fonctionne vraiment, vraiment très très bien. C'est lié aussi à la taille du film. Dans un film de Ouais. 30 minutes, on Mm. n'a pas tout ça d'habitude. Parce que quand on imagine tout ce qu'il y a dans ce film, quand on le réalise vraiment et qu'on regarde, c'est incroyable. Il y a plus de choses que dans un long métrage. Et notamment, il y a ces ruptures d'homogénéité. C'est-à-dire, de ce coup, on passe des tableaux vivants au réel, on arrive sur Wells, tout ça. L'aspect documentaire sur le marchand de ricotte. Il y a dans ce film un nombre incroyable de choses. Alors, il y a une chose étrange du côté aussi de la couleur. Donc, il n'y a pas que les tableaux vivants qui sont en couleur, il y a aussi des natures mortes qui jouent un rôle assez important, parce qu'à un moment, quand il est dans son trou, Stracci, les autres lui amènent un plateau qui est celui de la nature morte que Pasolini a filmé dès le début du film, réellement comme une nature morte, où là on se demande, autant c'est évident pour les tableaux vivants, voilà, il y a cette présence en couleur des natures mortes qui sont prélevées dans le décor réel, puisque la table du buffet, à la fin, on la voit quand les convives arrivent pour voir le premier jour de tournage. Alors, quand même, quand on voit ce film, que des juges suivis par la majorité, disons, des Italiens, aient pu penser que c'était un film blasphématoire est quand même aujourd'hui invraisemblable. Ce film est d'une pureté totale sur
parce qu'en fait, on disait que ce qui était blasphématoire, c'est de faire mourir un homme du peuple à la place du Christ. Un truc complètement de taper, quoi, de aveuglement politique et idéologique. Or, ce film est sur la question de l'évangile est d'une absolue pureté. Enfin, pour moi, en tout cas, est d'une absolue pureté. C'est-à-dire que c'est vrai que le Christ aujourd'hui ressemblerait plus à Strachey que je ne sais quelle figure, disons, voilà, plus représentative de tout ça. Donc là, c'est aveuglement et surtout haine de Pasolini. Pasolini, quand il montre la ricotta, il a déjà un lourd passif judiciaire à cause de ses romans, et du coup, dès qu'il fait quelque chose, toute la société se retourne contre lui et le condamne. Alors, aujourd'hui, c'est difficile à comprendre que des juges sérieux aient pu le condamner pour atteinte à la religion d'État. Donc là, tout est confus. C'est-à-dire en quoi ce film atteint la religion et en quoi ce film atteint la religion d'État. Donc ils ont vu dans ce film des horreurs qui n'existent pas. Enfin, honnêtement, personne ne peut voir ça aujourd'hui, de penser que c'est un film, c'est la même histoire que Godard et Je vous salue Marie. Oui, la question du scandale, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, aussi, on a un rapport en fait à la religion catholique, je pense, bon, en France notamment, en fait, qui fait on est beaucoup plus détaché en fait de tout ça. Euh, Pas je- à l'époque de non, non, pas à l'époque de Je vous salue Marie. oui, oui, Quand non, je même, veux dire en 2020, quoi, bien sûr. oh oui, en 2020, oui, oui. Quand même, à l'époque de Je vous salue Marie, j'y étais, je m'en souviens. Il y avait des intégristes qui faisaient brûler des cierges devant les salles de Karmitz en disant aux gens, n'entrez pas, sinon vous serez damnés. C'est invraisemblable, enfin. Quand même, Oui, c'est fastidieux. on a eu aussi, oui, à la fin des années 80, il y avait le film de Scorsese, je crois aussi, il y avait Tout à fait. une bombe dans un Oui, oui, cinéma, oui, ouais, oui. complètement. Mais c'est vrai que quand on voit la ricotta, effectivement, il y a peut-être que ce qui a choqué aussi à l'époque, c'était quand même ce que vous disiez aussi, quoi, cette manière quand même de resituer à leur place les puissants, les gens de pouvoir, etc. Comment dire, l'hypocrisie, enfin le fait de faire jouer le Christ par quelqu'un qui n'est plus du tout pauvre, enfin, qui en fait n'appartient pas du tout, comment dire, à ce qu'il représentait à l'époque. Enfin, finalement, c'est avec ce film-là, euh, enfin, je sais pas, c'est peut-être pas la bonne expression, mais il remet un peu les choses à leur place quelque part, en Tout à fait. fait. C'est un Et révélateur. voilà. Et je trouve que ça fonctionne toujours aujourd'hui, il me semble, Tout parce à fait. que de toute façon, il y a encore aujourd'hui des problèmes de classe, comment dire, de pouvoir, de domination, etc. Et ça Et non. fonctionne complètement, quoi, je trouve. Et notamment sur les rapports du monde de l'argent et du monde du cinéma. Oui, Les tout à fait. rapports. Et bon, je trouve génial dans le film, il dit déjà aux journalistes, ton patron, c'est le mien. C'est-à-dire une espèce comme ça de capitalisme où effectivement le type il tient les journaux et la radio, enfin et le cinéma, c'est-à-dire il tient tous les médias. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que il a dû quand même changer deux ou trois choses dans le film, Pasolini, et notamment là, ça relève de Kafka. À un moment, un personnage, West dit enlever les croix, c'est-à-dire la scène est finie, enlever les croix. Et à l'époque, les juges ont considéré que ça voulait dire qu'il faut enlever les croix de l'Italie. C'est-à-dire, cette chose qui était totalement factuelle et normale est devenue, vous voyez, il veut détruire les croix du catholicisme. Donc ça fait un peu peur. Et à la fin, il y a aussi eu un changement sur ce quand Wells dit les derniers mots qu'il dit, il a fallu qu'il meure pour qu'on voit qu'il existe. Enfin, un truc comme ça. En réalité, il y avait un jeu de mots et Pasolini disait euh, il a fallu qu'il meure sur la croix pour faire sa révolution, au sens comme ça. Et alors là,
tout le monde s'est déchaîné contre cette phrase et il a été obligé de la changer. Alors sur Wells, c'est ce que j'ai oublié de dire parce que en le revoyant le film hier, ça m'a impressionné. Wells, quand il parle italien et qu'il est doublé, il parle vraiment italien. C'est-à-dire que si on regarde sa bouche, s'il ne parle pas en anglais, il ne parle pas en français, il parle vraiment italien. Si on regarde ses lèvres et sa langue, il dit en italien les mots qu'on entend dans le film. Donc c'est assez... alors qu'il allait être doublé. En tout cas, il y a une espèce de... Alors que Pasolini s'en foutait de ça, en général. Mais là, c'est Wells qui a dû dire, non, je veux vraiment prononcer les mots italiens. Il a dû les apprendre par cœur et les dire. C'est quand même beau. Enfin, je trouve ça assez beau de la part de Wells d'avoir cette espèce de rigueur professionnelle, enfin, sur le doublage. Alors écoutez, je ne sais pas si est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je crois qu'on n'a pas d'autres questions de notre côté. Non, peut-être que ça serait intéressant, évidemment, de voir après l'Évangile. Alors, justement, je vais donc inviter nos internautes et spectateurs alors, à une petite coupure. Voilà, je reprends juste. Donc, pour conclure, donc, je voulais inviter les internautes et donc nos spectateurs, et j'espère qu'on reprendra bientôt nos séances, à suivre soit le prochain ciné-club virtuel, soit le prochain ciné-club réel en salle, donc qu'on consacrera à l'Évangile selon saint Matthieu. Donc voilà, Alain Bargala, merci beaucoup. Et donc, on n'a plus qu'à recommander aux gens de manger de la ricotta. Voilà. Voilà. La prochaine fois. Qui est très bon fromage. Voilà. En tout cas, merci. J'espère effectivement que cette fois, ce sera en vrai dans la salle. La prochaine. À bientôt. À bientôt.